Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine dont va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat autour de la réforme de l'audiovisuel public. Françoise Nyssen en a défini les grandes lignes ce matin. Exit France 4 de la TNT, France O sur la sellette, rapprochement entre France 3 et France Bleu et cap sur le numérique. Voilà pour les annonces concrètes. En revanche, rien sur la gouvernance ni sur la redevance dont le sort sera décidé l'année prochaine. Quant aux économies, la ministre de la Culture ne les chiffre pas, mais on comprend qu'elles sont attendues. Est-ce bien la transformation ambitieuse annoncée par l'exécutif? Les syndicats du secteur doivent-ils s'inquiéter? Le débat est ouvert sur ce plateau. Ne manquez pas de réagir sur Twitter avec le hashtag OVPL. Notre match des idées, il opposera ce soir Thierry Fabre à Patrick Appelmüller. Nous reviendrons sur le possible retour en force des lobbies dans la fabrication des lois. C'est en tout cas ce que dénoncent un certain nombre de responsables politiques. Refus d'inscrire l'interdiction du glyphosate dans la loi. Accessibilité des logements aux personnes handicapées réduite à 10%. Texte en faveur des chasseurs. La pression des intérêts privés augmente et tous les moyens sont bons. Les lobbies font-ils la loi? Nous en débattrons sur ce plateau. Mais d'abord, cette réforme de l'audiovisuel public, c'est Édouard Philippe qui devait se charger des annonces. Finalement, c'est Françoise Nyssen qui a tenu le discours ce matin. Pour le moment, on en sait plus sur l'offre au public, pas vraiment sur les économies ni sur la gouvernance, le calendrier législatif étant repoussé à 2019. Avant d'en discuter avec nos invités, voyons déjà ce qu'annonce la ministre avec Clément Perrot. Mettre le paquet sur le numérique, c'est la priorité de Françoise Nyssen pour réformer l'audiovisuel public. La ministre de la Culture demande 150 millions d'euros d'investissement supplémentaires dans le numérique d'ici 2022. La présence de notre audiovisuel public sur les réseaux sociaux doit être au cœur des entreprises. Nous allons bâtir un champion industriel du numérique pour reconquérir le jeune public. 3 nouvelles plateformes en ligne sont déjà dans les tuyaux. Une première sera lancée mercredi avec pour mission de décrypter les fausses nouvelles dites fake news. Une autre, dédiée à la culture, verra le jour à la fin du mois. La troisième s'adressera aux 15-30 ans, la cible prioritaire de cette réforme. Autre axe majeur défendu par la ministre, le développement de l'offre de proximité. Elle veut 3 fois plus de contenus régionaux sur France 3. Elle souhaite également une coopération étroite entre la chaîne et le réseau radio de France Bleu. Reste le dossier épineux des économies. L'audiovisuel public est composé de 6 groupes qui rassemblent au total 17 000 salariés. 250 à 500 millions d'euros d'économies sont évoqués d'ici 2022, principalement à France Télévisions. Mais sur ce sujet ultra sensible, la ministre est restée très évasive. Il y a des marges de manœuvre, nous le savons. Et la mutation des sociétés passe aussi par une profonde transformation de leur organisation et de leur mode de management. Et les dirigeants organiseront sans tarder la concertation pour préparer ces transformations internes. Seule mesure concrète d'économie annoncée aujourd'hui, la chaîne France 4 va disparaître de la TNT, libérant ainsi le canal 14. L'avenir de la chaîne France O sera lui discuté dans les prochains mois. Avec nous pour aller plus loin ce soir, David Assouline, sénateur socialiste de Paris, vice-président du Sénat et membre de la commission Culture, Éducation et Communication. Roger Karoutchi, sénateur LR des Hauts-de-Seine, membre de la commission des Finances. Éric Vial, secrétaire général FO Média, délégué syndical central à FO France Télévisions. Et Caroline Bonacossa, journaliste média à Stratégie. Merci à tous les 4 d'être ici. Je voudrais faire un premier tour de table sur votre avis général autour de cette réforme, sans rentrer encore dans les détails ou les intentions présumées au réel du gouvernement. Si on la résume, cette réforme, c'est suppression de France 4 version télé, réflexion engagée sur l'existence de France O, renforcement du caractère régional de France 3 avec France Bleu et de gros investissements sur le numérique. Sur le fond, d'abord, David Assouline, est-ce que vous y voyez une transformation ambitieuse telle que l'a décrite Françoise Nyssen? Franchement pas. Non, il n'y a pas. D'abord, il y a un manque de vision. J'avais insisté sur le fait qu'on ne pouvait pas modifier, réformer l'audiovisuel public si on n'avait pas une vision de l'ensemble du paysage audiovisuel, parce que l'écosystème est complètement bouleversé depuis les lois de 86 et que on n'a fait que des pansements. Il y a tout à repenser, la régulation de l'ensemble de l'audiovisuel et avoir l'ambition de faire que le service public soit le moteur dans l'ensemble de ce paysage et donc soit central. Et là, ce travail n'a pas été fait, selon vous? On a du rafistolage. La suppression de France 4, on en parle depuis des années et des années. Voilà, on le supprime. Mais on dit qu'on veut rajeunir. On sacrifie une chaîne qui était dédiée à la jeunesse, qui n'a
pas eu beaucoup de succès. Qui n'a pas trouvé son public. Mais au lieu de se demander pourquoi, parce que la BBC, qu'on prend comme exemple, elle a, je crois, 2-3 chaînes pour les enfants et qu'elle les fidélise. Et c'est un élément ensuite pour les fidéliser quand ils grandissent, on va dire. Donc il y a très peu de vidéos. Par exemple, le paquet sur le numérique, oui. À l'époque de la réforme de Nicolas Sarkozy, 2009, on avait évalué qu'il fallait 200 millions d'investissements. On ne les a jamais vus. Donc 10 ans après, on en reparle en baissant la barre, puisque c'est 150 millions. Mais je dis banco, sauf que à quoi sert la télévision en continu ? Parce que c'est ça la révolution des usages, c'est que les jeunes, mais pas seulement les jeunes, les gens ne regardent plus la télé en continu puisqu'ils peuvent la voir à la demande, en replay, etc. Et donc, si le service public veut garder un public sur des chaînes en continu, il doit se dire que l'info et le sport, grande manifestation, c'est du direct. Ça peut pas être remplacé. Or, je pense que les économies vont se faire sur l'information, puisque sur la création, on en heureusement... parlera des économies. Bon, et le sport, c'est le sacrifice. On ne voit pas, c'est sur le payant, il y a plus, et puis quand c'est gratuit, c'est sur TF1. Et les deux moments un peu populaires, Coupe de France, Coupe de la Ligue, qui étaient gardés par France Télévisions, on nous annonce que c'est ça qui va être cédé pour pouvoir faire des économies. Donc, franchement... tout reste à faire. Donc, je suis en même temps optimiste parce que si on nous avait annoncé des trucs clés en main, je n'aurais pas été content puisque nous, on n'a jamais été consultés, les parlementaires. On va poursuivre ce tour de table. Tout est ouvert et j'espère que le débat aura lieu. Mais vous dites rafistolage quand même. Roger Carucci, qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne sais même pas, parce que David Assouline est un optimiste, je ne sais même pas si on peut dire rafistolage. C'est même pas du rafistolage. Mais non, c'est rien du tout. C'est un recul tous azimuts. J'avais entendu le président de la République tenir des propos sur la révolution qu'il allait faire dans l'audiovisuel public, sur ce qu'il pensait de la situation de l'audiovisuel public. J'ai souvenir de la ministre nous dire dans l'hémicycle combien elle tenait à cette réforme lorsqu'on a débattu du budget 2018. Franchement, si j'étais shakespearien, je vous dirais tout ça pour ça, parce que faire une conférence de presse début juin pour dire alors voilà, France 4... ne sera plus sur la TNT, on va faire 3 francs 6 sous là-dessus, puis peut-être qu'il faut aller avec un grand mot, mais qu'on entend depuis des années, synergie. C'est le mot à la mode. C'est qu'est-ce que c'est votre réforme ? Synergie. Qu'est-ce que vous allez faire au niveau financier ? On verra. Qu'est-ce que vous faites sur les programmes ? À débattre. Qu'est-ce que vous faites sur les chaînes et le nombre de chaînes ? On va en discuter. En clair, pourquoi est-ce que Mme Nyssen a fait une conférence de presse aujourd'hui ? Franchement, elle nous aurait dit, écoutez, la réforme est reportée à 2019, je poursuis les consultations, ça aurait pas été ni pire ni moins bien. Et Éric Vial, vous êtes d'accord ? Le communiqué de Force ouvrière n'est pas si sévère, hein ? Non, on a été un peu surpris, mais nous on part... Surpris par rien ? Surpris par ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que finalement, vous avez vu ce qui circulait dans la presse, on nous annonçait de 500 millions à 1 milliard d'euros d'économies. On nous annonçait un plan social, par exemple, pour France Télévisions. On nous annonçait des suppressions de chaînes, et pas d'une, mais de plusieurs chaînes, des fusions, enfin voilà, des synergies, une révolution. Évidemment que socialement, on avait très peur. On est parti quand même en décembre d'une déclaration du président de la République qui disait, on lui prête, l'audiovisuel public, honte de la République. Et on arrive, après un retard de calendrier, plusieurs fois annoncé, nous on s'est dit, ça va être catastrophique. On arrive finalement à une réforme qui fait, mais un peu pchit. Et M. Assouline a dit une chose très juste aussi. Nous, il y a une chose pour les organisations syndicales, et pas seulement Force ouvrière, qu'on a assez mal pris par rapport aux autres gouvernements. C'est que les organisations syndicales et donc les représentants des salariés n'ont absolument à aucun moment été associés aux discussions. Nous non plus. Et pourtant, les organisations syndicales, je peux vous assurer que dans l'audiovisuel public, ce sont des organisations réformistes. On ne peut pas dire qu'elles ne soient pas réformistes. Elles ont subi 12 réformes depuis la fin de l'ORTF. Donc les réformes, on sait ce que c'est, et on sait ce que c'est remodeler son modèle. Donc voilà, on était prêt à discuter. Caroline Bonacossa, on termine ce tour de table. Juste pour dire, le pchit, et la preuve,
c'est que c'est pas Édouard Philippe qui a présenté Évidemment. ça. Alors ça, veut c'est votre dire, interprétation politique et vous avez peut-être raison. Caroline Bonacossa, elle fait de cette Je vais réforme. vous répondre tout de suite. Pas Édouard Philippe, c'est une réforme de l'audiovisuel menée par la ministre et on peut être content que chacun soit à sa place et à ses compétences. Pour avoir assisté ce matin à cette conférence de presse, eh bien, je vais être peut-être la plus optimiste de nous quatre puisque j'ai trouvé que c'était une... c'est parfait. Moi, j'y étais et j'ai tout vu. J'ai senti surtout une bonne entente entre les 6 représentants de l'audiovisuel public. Je pense qu'on parle souvent de... Effectivement, le mot est lancé de synergie, sauf que jusque-là, les synergies étaient abstraites. La seule réalisation concrète de synergie au sein de l'audiovisuel public français, c'est France Info, avec un résultat sur le numérique et une antenne qui est bien à la peine en termes d'audience. Là, il y a des choses concrètes qui vont être menées, à commencer par effectivement des propositions de plateforme et dès ce mercredi, Vous n'avez pas été sur frappée par l'antenne, je termine juste, Oui, bien dès sûr. ce mercredi, sur l'antenne de France Info, vous aurez un onglet sur vrai ou fake sur lequel on va pouvoir voir à la fois des réalisations de France 2, des réalisations de France Info, des réalisations de France 24 sur les fake news. Donc moi j'ai envie de dire, effectivement les effets d'annonce ne sont pas là, on aurait voulu des résultats chiffrés, mais est-ce que ça aurait été pas mettre comme d'habitude la charrue avant les bœufs? Là on est face à une réforme qui veut mettre en avant le numérique, qui veut faire un scénario d'anticipation, c'était le titre de cette conférence de presse, et pour une fois j'ai l'impression qu'on réfléchit d'abord et qu'on arbitre ensuite. C'est juste le lancement d'une réforme qui va se poursuivre jusqu'à fin 2019. Juste un mot, les mots qu'elle a employés pour son constat sur l'audiovisuel public. Moi, j'ai été frappée par sa sévérité. Elle a parlé d'insuffisance, elle a parlé d'atermoiement et d'absence de prise de risque de l'audiovisuel public. Vous êtes d'accord avec ce constat si sévère concernant l'audiovisuel public français aujourd'hui ? Non. Et d'ailleurs, si le constat était si sévère, il aurait fallu des annonces un peu plus audacieuses. Mais ce qui est paradoxal, c'est que les patrons de l'audiovisuel public étaient là et qui agissent. On dit, eh bien, on va faire encore plus qu'on avait déjà commencé. Donc, ils n'ont pas dit qu'il y avait un grand bouleversement, la numérisation, la révolution numérique, les synergies. Il y a même une chaîne commune qui a été créée, France Info, et avait commencé notamment en Aquitaine une synergie régionale, France 3, Radio Bleu. Bon, tout ça, ce sont des choses qui étaient faites quand vous regardez à Radio France en particulier, l'ampleur de la révolution numérique, le nombre de millions de vues des podcasts de Radio France qui en font un succès incroyable, des dizaines de millions et qui valorisent dans des domaines où on se dit l'audimat n'est pas forcément au rendez-vous, par exemple les émissions de philo sur France Culture, etc. Donc tout cela, c'est bien de le poursuivre, de l'amplifier, de lui donner les moyens. Mais je remarque, et j'ai pas la même vision que M. Karoutchi. C'est-à-dire, M. Karoutchi considère, comme moi, qu'il n'y a pas tellement d'ambition dans ce qui a été annoncé. Moi, je ne pense pas que l'ambition aurait été d'annoncer des réductions budgétaires. C'est pourtant peut-être un changement ce qui les de attend. gouvernance qui affaiblit l'ensemble. Donc, ce que je constate, c'est qu'on a fait les gros bras sur des questions où rien n'est arbitré, donc tout ça est remis à plus tard. On ne sait pas quelle sera l'ampleur de la réforme de la redevance. C'est nodal. On ne sait pas quel est le niveau de réduction budgétaire. Parce que là, vous avez raison de vous interroger sur ce qu'elle n'a pas dit, parce qu'effectivement, Françoise Nyssen s'est bien gardée de parler d'argent et d'économie. C'est pourtant un sujet qui inquiète, et pour cause, souvenez-vous de ce que disait Emmanuel Macron, justement, c'était en décembre dernier, lors de cette interview avec Laurent Delahousse. Écoutez. Il y a beaucoup d'argent sur l'audiovisuel public. L'audiovisuel public français, c'est de très loin, pour l'État, le premier budget de la culture. Donc, il y a de l'argent. Simplement, est-ce qu'on le met au bon endroit? Est-ce qu'on fait surtout l'organisation collective qui est la plus pertinente? Beaucoup d'argent dans l'audiovisuel public, disait le président. On comprenait alors qu'il allait faire des économies. Plusieurs médias évoquent effectivement cette fourchette allant de 250 à 500 millions d'euros. Pour l'ancien président de Radio France et député européen, Jean-Marie Cavada, ce n'est pas si énorme que cela. Il était sur France Info ce matin. Il ne disait pas ça quand il était président. 500 millions sur pratiquement 4 milliards dépensés dans l'audiovisuel public. Même moi, qui suis pourtant vigilant, j'ai du mal à pleurer. On les trouvera assez aisément. J'ai du mal à pleurer. Vous riez, Roger Karoutchi. Vous êtes d'accord avec ça? Chacun pleure quand il veut. Moi, je suis pour une réduction des budgets, mais ce qui me choque, pour être très franc,
Non, monsieur, je ne vous interromps jamais, monsieur Assouline. Non, c'est une question. En séance. Pourquoi Parce que c'est 4 milliards d'euros et qu'aujourd'hui, sans être aussi sévère que le président de la République, on n'a pas un service public qui correspond à cette somme. La vérité, c'est que ce qui me choque dans ce qui s'est passé aujourd'hui, comme dans ce qui se passe depuis 6-7 mois, c'est que le premier élément, avant même de parler d'argent, c'est de dire est-ce que oui ou non, on est capable d'avoir une définition de ce qu'est la mission de service public. Est-ce que oui ou non, on est capable au Parlement, au gouvernement, de dire voilà ce qu'on attend réellement du service public, mission jeune... ça a été dit ce matin. Oui, diversité, représentativité, elle l'a dit. Pardon de vous dire, le baratin, on peut tous le faire, ça fait des années que j'entends ça. Des années qu'on entend, le service public est là pour la diversité. Non, représentativité de la France dans sa diversité. Rien. Le service public est là parce qu'il a une mission culturelle. Ça veut dire quoi? Non, mais moi, ce que j'attends, c'est qu'on nous dise, voilà, on va envisager une organisation des chaînes, on va envisager un financement correspondant à telle mission de service public que l'on donne réellement au service. Après, une fois qu'on a défini, on donne plus ou moins, ça par définition. Parce que, est-ce que les chaînes privées sont capables d'assurer un certain nombre de choses? Sans doute. Est-ce qu'il faut tout faire dans le service public? Évidemment non. Mais si on veut un service public performant, il faut un service public à la fois plus concentré, ayant des missions plus claires, où on respecte les gens, mais où on ne demande pas à chacun de faire tout. Et sur la question des économies, Éric Vial, 500 millions d'euros sur 4 milliards. Jean-Marie Cavada nous dit... Non, c'est pas réalisable et j'ai entendu aussi l'interview de Jean-Marie Cavada ce matin. J'ai trouvé ça, pour vous dire franchement, révoltant. Parce que ça veut dire quoi? 500 millions d'euros d'économies? Il faut comprendre que déjà la situation de France Télévisions, elle est extrêmement tendue. On subit encore actuellement des coupes budgétaires. Sous l'ère de Carolis, un plan de départ volontaire à la retraite, moins 320 emplois. Sous l'ère Rémi Flimelin, un plan de départ volontaire, 350 emplois. Et au moment où on se parle, le législateur a demandé 500 emplois en moins à France Télévisions. En quelques années, il y a eu, je parle de France Télévisions, mais c'est pareil pour les autres. Radio France, exactement. Arte. Il y a eu plus de 12% des postes qui ont été supprimés à France Télévisions. Les efforts sont faits depuis longtemps. Alors, quand on annonce, 100 millions, 200 millions, 500 millions, c'est pas possible. Et il y a une chose qu'il faut comprendre, et je crois que c'est ça qui est... Même pas 100 millions, dis-nous. Mais 100 millions, c'est impossible. C'est pas possible. Tout est possible. Mais je vais vous dire ce qu'il faut comprendre. Et ce que je crois, ce matin, le gouvernement a peut-être compris, c'est que chaque fois qu'on tire une ficelle de l'audiovisuel public, c'est une mauvaise idée. Pourquoi? On prend France 4, on supprime France 4. France 4, c'est la deuxième... Il faut savoir que la France, c'est le deuxième producteur au monde de dessins animés. Voilà, c'est une injonction de l'État de diffuser des dessins animés. Derrière les dessins animés, il y a des écoles, il y a des formations. Nous sommes une nation ça implique porteur. tout un tas d'emplois indirects. Exactement. Si vous il y a 17 000, exactement, il y a 17 000 emplois dans l'audiovisuel public. Mais l'audiovisuel public fait travailler plus de 100 000 personnes dans notre pays. Il faut comprendre qu'il y a un potentiel économique derrière l'audiovisuel public. Et je pense que ce matin, la ministre a découvert, j'ai eu ce sentiment-là, que oui, derrière tout ça, chaque fois qu'on tire une ficelle, c'est une mauvaise idée. Et ils n'en tiennent pas compte. Caroline Bonacossa. On va le savoir quand même. Une fois de plus, je vous trouve dur. Là, on n'a pas entendu parler de chiffres, et peut-être tant mieux, parce qu'au fond, est-ce qu'il ne faut pas se pencher sur le fond? Le fond, c'est des propositions, là, par exemple, de plateformes. Donc, il y a cette plateforme sur les fake news, il va y avoir une plateforme... C'est pas une plateforme politique, ça. Pardon? Ça, c'est Non, mais j'ai l'impression que pour une fois, on s'intéresse aussi aux citoyens, à ce qu'ils veulent. C'est à destination des citoyens. Il va y avoir donc une plateforme très importante sur l'éducation. Est-ce que l'éducation, ce n'est pas une mission de service public? Une plateforme sur la culture où, pour une fois, toutes ces entités de l'audiovisuel public vont être réunies. Et moi, je pense que c'était jusque-là une erreur de l'audiovisuel public de fonctionner par silos étanches. Et au fond, quelquefois, certains faisaient les mêmes choses que d'autres sans qu'il y ait une synergie. Et là, il y a réellement une synergie qui est mise en place. Et moi, je trouve que c'est une proposition intéressante et qu'une fois de plus, vous disiez, monsieur Assouline, vous n'avez pas été consulté, mais donc heureusement que tous les arbitrages n'ont pas été rendus ce matin. Donc ce sont des portes qui sont ouvertes, des négociations. Oui, mais quand on entend le chef de l'État dire qu'il y a beaucoup d'argent dans l'audiovisuel public, on se dit que peut-être il va évidemment les réduire, ces moyens. Sur la question des moyens, David Assouline. qu'on soit clair, je pense que probablement, en regardant si on a une vision de faire une réforme globale, on peut très vite regarder là où il y a de l'argent gaspillé et là où il en faut plus.
Donc ça, les synergies peuvent faire économiser. Parfois, ça coûte plus, la synergie. Donc, il n'y a pas de doctrine là-dessus. Donc, le problème, c'est est-ce qu'on va réduire l'ensemble? Parce que qu'on enlève là pour mettre là, pas de problème. C'est-à-dire, si on me dit France 4 peut disparaître, je pense que là, il faudrait une chaîne d'infos à la place. Hein. C'est-à-dire, je ne suis pas pour réduire le périmètre, mais sur l'émission... mais il y aura telle émission jeunesse sur France 2, etc., qui correspondent à cette ambition de s'adresser à ce public. Je dirais, OK, là, je salue deux choses. Un, que tous les arbitrages ne soient pas là, parce qu'on va pouvoir peser. J'espère qu'on va enfin être consulté. Deuxièmement, qu'une annonce a été faite, j'espère qu'elle sera tenue jusqu'au bout, que 570 millions, je pense, est sanctuarisé pour la création. Parce qu'il faut savoir, et ça rejoint ce qu'a dit monsieur... Création originale. Globalement, il n'y a pas de cinéma en France sans Canal+, qui va mal, mais aussi sans France Télévisions. Et l'investissement dans la création globale, qui est une économie qui dépasse France Télévisions est au cœur. Donc ça, c'est bien. Mais si on me dit on ne réduit pas ça, qu'on me dit qu'on va faire des grosses économies budgétaires, je demande ce que l'on va sacrifier. Je ne suis pas contre les redéploiements, je suis contre la baisse globale parce que je pense que, à l'inverse de ce que vous dites, connaissant le sujet, l'audiovisuel public français est sous-doté pour ses ambitions, sous-doté, d'accord ? Et tous ceux qui disent c'est trop, balancent des chiffres qui ne veulent rien dire pour le commun des mortels. On me donne en comparaison la BBC, très souvent, même le chef de l'État aime bien ce modèle. Il y a plus de personnel, et le budget est nettement plus important, et la redevance est nettement plus forte. Alors, donc, deux autres donnez sujets, des exemples, mais quand on fait de la bonne télé, il faut des moyens. Deux autres sujets ont été complètement éludés ce matin et aussi particulièrement sensibles. C'est la question d'une redevance universelle payée par tous, y compris par ceux qui n'ont pas de télé. Et puis, la question de la gouvernance. Le calendrier législatif est repoussé à courant 2019. Rappelons-nous cette polémique autour des propos du chef de l'État selon deux médias. Vous en avez un petit peu parlé. Selon l'Express et Télérama en décembre dernier. L'audiovisuel public, c'est une honte pour la République, aurait dit le chef de l'État. Une honte pour nos concitoyens, c'est une honte en termes de gouvernance, c'est une honte en ce que j'ai pu voir ces dernières semaines de l'attitude des dirigeants. Propos réels ou pas, y a-t-il un problème de gouvernance dans l'audiovisuel public? Roger Carucci, et puis je vous ferai réagir tous à ce sujet. Il y a forcément un problème de gouvernance, ne serait-ce que parce que a été envisagé, même si aujourd'hui ça reste assez flou, le fait de faire une holding regroupant l'ensemble de l'audiovisuel public. C'est que donc on n'est pas satisfait, au moins au niveau du gouvernement, des directions séparées de chaque chaîne. Si on veut des synergies, si on veut un bloc du service public, peut-être qu'effectivement, il faudrait une holding de gouvernance globale. Mais la holding de gouvernance globale, c'est toujours la même chose. Je ne suis évidemment absolument pas d'accord avec David Assouline, parce que quand on dit la gouvernance, l'ensemble du secteur, l'ensemble du périmètre, ça veut dire telle dépense, ça dépend des missions qu'on affecte au service public. Tout à fait, si on se met d'accord sur un service public d'un certain type, on n'aura pas forcément la même défense que si on dit, par définition, qu'on est très large. Moi, je pense que le problème, c'est que ça fait 9 mois que ça dure. J'aurais aimé, à défaut de mesures concrètes, je comprends bien, madame, il faut laisser un peu de temps à la discussion, mais qu'on ait au moins des orientations sur ce que voulait faire le gouvernement, sur les missions de service public, sur réellement la gouvernance, sur le regroupement. Moi, il y a 3 mois, tout le monde à Matignon me disait holding, et c'est comme ça, et tous les autres, s'ils ne sont pas contents, la porte. Réforme du CSA, ils ne vont pas avoir la main, ces jeunes gens. Et puis aujourd'hui, on a l'impression qu'on ne sait plus. Qu'on réfléchit en tout cas. Éric Vienne. Oui, c'est pas une organisation syndicale comme Force ouvrière de choisir son patron. Donc sur la gouvernance, je laisse le législateur décider. Ce qu'on peut constater simplement, c'est la volonté, en tout cas, à chaque fois qu'on en a discuté, audité au Sénat ou à l'Assemblée nationale, nous avons l'impression du législateur de vouloir rendre son indépendance à l'audiovisuel public.
Ce matin, vous avez parlé d'entente tout à l'heure. Moi, j'ai été surpris d'une chose qui a choqué un peu tous les... tutoiement le tutoiement de la ministre à la présidente de France Télévisions. Cette connivence, quand on parle d'indépendance, c'est un peu surprenant. Tu as dû te sentir bien seule, a dit Françoise Nyssen à Delphine Ernotte. Mais au-delà, par exemple, quand la ministre a parlé de François, elle a dit, mais bon, François, on verra avec les élus, c'est à eux de décider si oui ou non il faut conserver François. C'est super choquant quand même, quelque part, de dire, ah bah tiens, c'est aux élus de décider si on doit supprimer ou pas une chaîne. Donc voilà. Une commission qui est mise en place et qui va rendre des. Moi, je peux vous assurer que ça a été pris dans ce sens, comme ça, par les. On était avec des collègues et des camarades qui regardaient la conférence de presse. Là, on a tous sauté de notre fauteuil en disant mais c'est quoi la connivence entre justement l'État et les représentants J'avoue que c'était un peu frappant. Ça nous a frappé aussi dans la rédaction. Est-ce que ça vous a perturbé pendant ce tutoiement? On va dire qu'il était maladroit, mais est-ce qu'on va un tutoiement très amical, très chaleureux, oui, comme si parce que je pense que c'était aussi une connivence, puisqu'il était. On va remettre le cadre. Il était question de parler des mâles blancs, donc des hommes blancs de plus de 50 ans. Et donc je pense que c'était une connivence féminine maladroite entre Madame Nyssen et Delphine Ernotte. Effectivement, c'est maladroit, mais est-ce qu'on va résumer un projet comme celui-là à cette maladresse? L'indépendance des journalistes, je ne sais pas. Enfin, moi, au-delà du tutoiement, qui est une expression qui vous a choqué? C'est le plus global qui m'a choqué et qui, après, laisse libre cours à se fait concret. C'est pas très normal que quand l'exécutif a travaillé pour mettre sur la table des annonces qu'il demande à continuer à mettre en débat, c'est bien l'exécutif. Il nous reste quelques secondes. Il soit avec les patrons de l'audiovisuel public là, pour présenter les choses, parce qu'ils sont nommés de façon indépendante de l'État et ne sont pas que des courroies de transmission du gouvernement. Et donc ça, ce cadre-là m'a choqué. Que l'on annonce à la presse les choses, les parlementaires sont même pas invités, heureusement, on lit, etc. Bon, mais et on ce cadre-là, après, oui, il peut y avoir, elles doivent se connaître et se tutoyer dans la vie, et d'un coup, c'est difficile. Monsieur Carucci, comme on se vous voit tout le temps, on n'a pas le problème, mais ça peut se produire. On va devoir s'arrêter. J'espère, c'est un appel. Quand on veut vraiment qu'il y ait un débat citoyen, il y a beaucoup d'idées, tout le monde a des idées pour faire une grande réforme. Il faut un processus presque d'assises d'états généraux avec les citoyens téléspectateurs, les parlementaires, les professionnels, et pas continuer en catimini avec des spécialistes. Donc que le débat commence réellement. Et l'appel est lancé. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce grand débat. Dans un instant, c'est le match des idées. Il va opposer Thierry Fabre à Patrick Appelmüller. Nous allons notamment revenir sur ce poids de plus en plus contesté des lobbies dans l'élaboration des lois, de plus en plus contesté parce que de plus en plus voyant aussi, à tel point que des élus n'hésitent plus à le dénoncer sur l'agriculture, la santé, l'écologie, le logement. Les lobbies font-ils la loi? On va en parler avec nos invités juste après ce sujet de Sandra Cerquera. Une fois de plus, le poids des lobbies est pointé du doigt. Sur la loi alimentation, Delphine Batho accuse directement l'UIPP, le lobby des pesticides, d'avoir saboté la procédure parlementaire en consultant son amendement sur l'interdiction du glyphosate avant les députés. 90 heures avant les autres députés, avant les citoyens, avant les ONG, avant tout le monde en fait, avant même mes collègues députés. Voilà. Ça, oui, moi, j'avais jamais vu. J'ai été ministre de l'écologie, c'est pas mon premier mandat de député, j'en ai vu quand même un certain nombre d'agissements des lobbies. Oui, ça, c'est la première fois que je le vois et ça me paraît une ingérence grave dans la souveraineté du Parlement. L'alias d'amendement dans sa version papier a été transmise au gouvernement et c'est là qu'il y aurait eu une fuite. Delphine Batho accuse le ministre de l'Agriculture d'avoir cédé à la pression. Stéphane Travert, lui, s'en défend. Je ne suis pas aux mains des lobbies, je ne reçois jamais les lobbies. Et je vais vous dire, lorsque j'étais parlementaire, jamais je ne les ai reçus parce que je n'ai aucun intérêt avec eux. Les lobbies scrutent avec attention tous les projets de loi, mais les textes agricoles le sont particulièrement. Amendement fourni clé en main et repris souvent tel quel par plusieurs dizaines de parlementaires, la pratique est courante. Syndicats, ONG, fédérations professionnelles ou cabinets profitent d'une exigence de transparence encore très relative, malgré la loi Sapin 2. C'est pourquoi les associations anticorruption demandent qu'il soit obligatoire de préciser noir sur blanc d'où vient l'amendement proposé.
Avec nous pour ce match des idées ce soir, Thierry Fabre, bonsoir, rédacteur en chef adjoint à Challenge, et Patrick Appelmüller, directeur de la rédaction de l'Humanité. Bonsoir à tous les deux. Je voudrais ajouter cette déclaration de Nicolas Hulot en octobre 2017. Il avait prononcé cette phrase qui en dit long, c'était dans l'émission C'est à vous sur France 5. Il faut qu'on arrête d'être naïf derrière ces firmes, et je vais parler avec prudence parce que, croyez-moi, on se sent tous menacés par ces firmes-là. Ils ont des moyens de pression que l'on subit les uns et les autres, il faut quand même le savoir, et faire en sorte que le lobbying de ces entreprises ne court-circuite pas la démocratie. Y a-t-il un danger, vous, observateur vigilant de l'actualité politique et économique, Patrick Appelmüller, ce poids des lobbies? Évidemment. Évidemment, parce que les lobbies, c'est un terme un peu vague qui dissimule les intérêts privés principaux dans un pays. Et bien sûr, on va parler à un moment du lobby des associations favorables à la chasse ou écologiques. Enfin ça, c'est l'écume des jours. Les lobbies, ce sont les intérêts des plus puissants, des grandes entreprises. Ça s'est manifesté de façon assez tragique dans le domaine de la santé, dans le domaine précisément de l'alimentation et de l'agriculture. Ça se manifeste très régulièrement dans des lois qui sont toutes à destination du MEDEF. Ces lobbies, ils sont bien installés dans ce qui est un système dans lequel, par exemple, un grand fonctionnaire de Bercy peut un jour partir dans le privé, puis revenir dans un cabinet ministériel ou dans un cabinet de Premier ministre. C'est effectivement une porosité entre les intérêts des plus puissants et un système politique. Tout le monde n'y cède pas. Il y a bien des gens qui y résistent et qui résistent fermement. Mais on a vu des pratiques comme la rédaction générale des amendements par des lobbies ou par des assistants parlementaires stipendiés par des lobbies. Je pense que c'est un système. Thierry Fabre. C'est un système, mais il ne faut pas non plus nier le fait que quand on est politique, on doit rencontrer ce qu'on appelle des lobbies, c'est-à-dire des fédérations notamment professionnelles. Monsieur Travers disait qu'il ne rencontrait pas les lobbies, je ne crois pas une seconde. C'est-à-dire en tant que ministre de l'Agriculture, on rencontre tous les lobbies de l'agriculture. Il doit même le faire. Mais c'est normal, c'est-à-dire se renseigner, avoir les remontées, et ensuite le politique tranche. Mais évidemment qu'il faut être au contact de ces lobbies ou de ces fédérations. Alors, l'actualité montre que l'exécutif vis-à-vis du lobby agricole a visiblement reculé. Ça, c'est clair. Là, il y a eu une poussée du lobby agricole et agrochimique. Et donc, mais vous diriez que le poids des lobbies est plus fort aujourd'hui qu'il y a quelques années. Je pense évidemment au quinquennat Macron, ou en fait ça a toujours été le système. Non, ça a toujours été extrêmement puissant. La différence avec l'arrivée de Macron, c'est que beaucoup de députés étant issus de la société civile, il va y avoir une certaine suspicion dans les différentes lois en disant mais vous avez peut-être travaillé dans l'agriculture et vous occupez de l'agriculture, donc il faudra que les règles soient... La porosité dont parlait Patrick Appelmüller. Plus strictes. J'écoute parler de la société civile. Ne disons pas la société civile, des directions d'entreprise. La société civile, ce sont des salariés qui travaillent à la Poste, qui travaillent chez Rhône-Poulenc ou qui travaillent dans des champs. Là, quand on parle de la société civile qui est intervenue à l'Assemblée, ce sont des gens qui sortent des directions d'entreprise. C'est pas la pas seulement. Quand on dit société civile. C'est là qu'est la suspicion. La suspicion, c'est pas auprès d'un facteur qui va faire du lobbying pour la Poste. Peu importe le parcours qu'on a fait. Si j'étais cadre dans une entreprise et que je deviens député, il faut absolument que si je porte une loi, on vérifie qu'il n'y ait pas de pollution par des intérêts. Mais alors, si vous voulez, je reprends. On voit bien l'actualité montre que le lobby agricole a été très fort et donc a fait reculer Emmanuel Macron. Mais dans le même temps, on n'a peut-être pas noté, mais il y a eu une décision de déremboursement des médicaments. De Alzheimer. Et là, en l'occurrence, on peut dire que l'exécutif a fait un petit peu de mal au lobby pharmaceutique. Donc, les commentaires généraux et caricaturaux sur ce qui s'est passé, il faut faire attention. Les lobbies sont là, ils sont extrêmement puissants. Le lobby agrochimique, on a vu dans l'affaire Monsanto, ça va extrêmement loin, puisqu'on les a vus même polluer les études scientifiques. Donc, il y a une puissance d'argent et d'influence des milieux scientifiques. Ça va très loin. Le politique doit s'organiser pour résister. Maintenant, il faut juger au cas par cas. Pour ça, il y a des commissions parlementaires, il y a des auditions devant les parlementaires. Voilà où peuvent être interrogés des responsables d'entreprise. Là où c'est beaucoup plus suspect, ce sont effectivement les rencontres cachées, les rencontres discrètes, la production. Je ne vais pas revenir sur des reportages qui avaient été produits par Madame Lucet, où on voyait un certain nombre de parlementaires, en général proches
proche du patronat et de la droite, être complètement lié à un certain nombre de groupes qui avaient des intérêts extrêmement puissants. Ne faisons pas comme si ça n'existait pas. Rencontrer une direction d'une entreprise majeure, c'est quelque chose qui peut se faire au grand jour, qui n'a pas besoin de se masquer. Et quand ça se masque, c'est pas très simple. Je note Mathieu Orphelin, celui qui a proposé... Proche de Nicolas Hulot. Voilà, proche de Nicolas Hulot. Il a en ligne son agenda où on voit tous ses rendez-vous. C'est un des rares à faire ça. En fait, il faudrait que les règles s'appliquent à tout le monde. Il y a une initiative dans la loi Sapin pour justement que soit connu ce registre des lobbies, des représentants d'intérêt. Sur lesquels les lobbies doivent s'inscrire. Et c'est en chantier. Donc on voit bien, ça n'est absolument pas terminé. Donc les règles de transparence sont encore loin d'aboutir pour qu'on ait une vraie vision de qui rencontre quel lobby. Mais vous savez, il faut regarder aussi, par exemple, ce que deviennent soit les hauts fonctionnaires, soit les membres des cabinets. Parce que lorsqu'on parle, par exemple, de cette note de Bercy qui prévoit de réduire les aides sociales, notamment pour les personnes qui sont en perte d'autonomie, le haut fonctionnaire qui a fait ça, il ne sera pas embauché par l'abbé Pierre à la sortie. Il sera sans doute embauché, en revanche, par une des grandes entreprises qui a intérêt à ce qu'on réduise les aides sociales. Je voudrais qu'on avance un peu parce qu'il nous reste assez peu de temps. Deuxième thème de ce match, c'est la stratégie du parti présidentiel en vue des municipales de 2020. Les choses se précisent un peu. Le délégué général de La République En Marche, Christophe Castaner, était l'invité de Public Sénat ce matin. Je voudrais qu'on l'écoute. Vous êtes en mesure de soutenir demain une liste menée par un républicain ? Bien sûr, parce que La République En Marche, nous ne sommes pas un mouvement classique qui considère que tous ceux qui sont en place sont nuls et que nous, parce qu'on arrive, on est meilleurs. Ça, je l'ai tellement vécu dans le jeu politique traditionnel. Il y a des endroits où vous avez des maires élus avec une étiquette du Parti Socialiste, avec une étiquette DLR, qui ont fait un super boulot. Thierry Fabre, ce n'est pas une surprise, des alliances de La République En Marche avec d'autres partis, y compris LR, mais c'est dit. C'est dit, et c'est la stratégie de fracturation des partis politiques traditionnels qui continue. Elle a fonctionné superbement pendant la présidentielle. La question, c'est que va-t-elle fonctionner pour les municipales ? Alors, c'est effectivement soutenir éventuellement un maire de droite ou de gauche qui, en étant soutenu par En Marche, rallierait le parti présidentiel. Ça pose tout de même un problème du parti présidentiel, c'est quand même son faible maillage dans le territoire. Et ils vont avoir un problème. C'est lié à la jeunesse du parti. Tout à fait. C'est normal, mais ils ont intérêt de mailler d'ici 2020. Et donc, ils vont essayer de le faire. Il y a toute une stratégie de Christophe Castaner pour occuper le territoire. Mais une des stratégies, c'est effectivement de jouer sur l'existant, c'est-à-dire des maires qu'on pourrait ramener dans ce parti. Une vraie stratégie de fracturation de la droite, vous voyez la même chose ? Elle est déjà à l'œuvre, et elle est d'abord, je dirais, dans la manière dont a été capté le programme de la droite par Emmanuel Macron, qui aujourd'hui est de droite, et il se retrouve naturellement avec toute une série de... Il a capté la gauche aussi. Il a capté une partie de la gauche au niveau de ses responsables. C'était pas ceux qui étaient les plus à gauche, vous l'aurez remarqué. Et enfin, l'électorat de gauche était là aussi. Il ne proposera pas de soutenir des maires socialistes qui ne l'ont pas soutenu. Il soutiendra par exemple à Besançon ou dans telle ville où les maires ont déjà pris position pour lui, qui n'ont pas perdu leur étiquette. Il soutiendra ce genre de personnes. À droite, il a un champ assez large. Une grande partie de la droite trouve que Emmanuel Macron est en train de mettre en œuvre le programme dont ils ont rêvé depuis des années. Donc effectivement, ils peuvent être tentés par ça. Et En Marche part quand même d'une expérience aux élections sénatoriales qui a été extrêmement piteuse quand ils ont tenté de rentrer sur le terrain de la vie locale. Parce qu'on nous a beaucoup présenté le nombre d'adhérents d'En Marche. C'est quand même d'abord des adhérents virtuels qui ont dû cliquer pour avoir les informations pour suivre. Vous faites erreur sur la gauche et la facturation a fonctionné. Pourquoi elle ne continuerait pas ? Pourquoi est-ce que des maires de gauche ne seraient pas soutenus par En Marche ? Je pense que ça va continuer. Ça va leur demander de se rallier à des politiques de droite. Certains l'ont déjà fait. Écoutez, on verra d'ici 2020, c'est-à-dire que toute la question d'Emmanuel Macron, c'est que tous les observateurs disent que c'est une politique de droite. Son défi, c'est d'ici 2020 de présenter quelque chose qui soit un volet social. Et on voit bien qu'il se met en place. Donc je pense que sa stratégie de fracturation, elle peut continuer à fonctionner aussi avec la gauche. Vous faites une erreur. Dites-moi ce qui se fait à gauche, parce qu'alors franchement, aucun observateur sérieux ne peut trouver aujourd'hui, même dans le volet social, il n'y a rien. Par exemple, la réforme de la formation professionnelle, cher monsieur, dans 2 ans, et on verra. Attendez, laissez-moi terminer. Même la droite constate qu'elle va être donnée au patronat. S'ils la font vraiment, vous verrez que dans 2 ans, les macronistes pourront dire on a fait la formation et qui profite aux plus défavorisés, notamment les chômeurs et les chômeurs de longue durée. Ils diront ça comme sur la CSG, et on voit les résultats, et sur la taxe d'habitation, et sur la CSG. Il n'y a rien de gauche dans cette mesure. Elle enlève du pouvoir aux élus locaux, et ça,
En Marche va le payer aux élections municipales. Et par ailleurs, elle enlève du pouvoir d'achat parce que la taxe d'habitation, on voit déjà qu'elle est en train d'être maintenue dans toute une série de domaines. Donc, la taxe d'habitation maintenue, la taxe d'habitation, elle est supprimée, cher monsieur. Pas pour tout le monde. Elle est supprimée pour 80% des ménages. Donc je pense que et a priori, le projet 100% à la fin du quinquennat. Justement, simplement, entre 100% et 80%, ça fait 20% de différence. Oui. J'imagine qu'un journaliste économique devrait pouvoir faire. Oui, mais sauf que c'est au programme de fin de quinquennat. Mais je pense que vous êtes trop pessimiste. C'est-à-dire que la stratégie de fracturation, en 2020, il est possible qu'elle fonctionne si, effectivement, Emmanuel Macron affiche un rééquilibrage de son programme. Et on voit bien, quand on interroge les macronistes, c'est leur but. Et ils en sont très inquiets, ils ne cessent de le répéter en off, en tout cas dans la presse écrite. Troisième et dernier thème de ce match, plus économique, le groupe hôtelier Accor, qui a des vues sur Air France et sur la part du capital de l'État. Selon les Échos, le groupe aurait proposé de racheter les 14,3% détenus par l'État. 3 options seraient sur la table. Un rachat de la totalité de la participation de l'État par Accor Hôtel, un rachat partiel ou un système dans lequel l'État recevrait les actions Accor Hôtel en échange de ses titres Air France KLM. L'État n'a pas encore fait part de ses intentions, mais s'il acceptait, ce serait risqué, d'après Olivier Faure. Je vois que semaine après semaine, on découvre que l'État veut vendre ce qu'on appelle communément les bijoux de famille. En matière de transport, il y a là une crainte à avoir parce que jusqu'ici, Air France était détenue, vous l'avez dit, de manière très minoritaire, mais avec une possibilité d'influencer la politique de transport par cette présence dans le capital d'Air France. Et je vois qu'aujourd'hui, le gouvernement envisage de le céder. Thierry Fabre, quel regard vous portez sur cette proposition d'accord et sur ce potentiel accord de l'État? À quoi sert la participation de l'État dans Air France aujourd'hui avec une participation aussi minoritaire? Pas à grand-chose, simplement à donner l'impression aux observateurs que c'est encore peut-être une compagnie publique. Et ça, y compris aux syndicats. Et évidemment aux syndicats. C'est-à-dire que je pense que si on franchissait le pas, de dire que c'est une compagnie privée, dans la concurrence extrêmement dure du transport aérien, je pense que les réflexes corporatistes, et notamment des pilotes d'Air France, qui exigent des augmentations de salaire complètement folles, eh bien peut-être qu'elle n'aurait plus lieu, parce qu'on se rendrait compte que Air France doit d'abord se battre avec ses compétiteurs. Et cette position de l'État, en fait, pollue un peu le débat. C'est plus une compagnie publique, c'est une compagnie qui doit affronter Lufthansa, qui a des charges beaucoup plus faibles, qui doit affronter les low cost. Donc il faut arrêter de rester sur des rêves et d'exiger des augmentations de salaire totalement délirante d'un syndicat qui est corporatiste, encore une fois. C'est la thèse de Jean-Marc Janaillac qui vient de démissionner. Voilà, Patrick Appel-Müller, vous êtes en train de trépigner, de fulminer. Non, je ne trépigne pas, mais je constate qu'il y a en fait une démission de l'État sur un domaine stratégique, qui est le transport aérien, parce que à Air France s'ajoute la privatisation programmée des aéroports et d'ADP. C'est donc une démission totale sur ce qui est un secteur stratégique de la mobilité. Je ne parle pas du volet même militaire, mais du volet civil. Oui, mais ces 14 petits pourcents leur donnent une position un peu bancale. Et les syndicats en sont tout à fait conscients. Ils n'ont pas l'illusion aujourd'hui que c'est une politique d'intérêt public qui est en œuvre à Air France. Et c'est pas le sentiment seulement des pilotes, c'est le sentiment des gens qui travaillent sur les pistes, des gens qui sont bagagistes. Ils ont voté à 55% contre le projet de M. Janaillac. Et ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ont des salaires délirants. Ça fait 5 ans que leurs salaires sont bloqués. Et on leur propose des augmentations dérisoires. Donc ne faisons pas comme si ces gens étaient des nantis qui... non, mais les augmentations délirantes dont je parlais, c'était les pilotes. Oui, mais les 55% de personnel qui refusent la politique en œuvre de M. Janaillac et celle qui a été proposée et appuyée par le gouvernement, ce sont d'abord des personnels au sol. Tout à fait, qui montrent que la situation sociale est mauvaise. Nous sommes d'accord. Elle est mauvaise pour les cadres que sont les pilotes et elles sont mauvaises pour les cadres plus modestes qui sont au sol. Il nous reste quelques secondes. Vous voulez réagir? Si, simplement, effectivement, je vais dans votre sens. La situation est mauvaise, donc il y a une espèce de révolte parce que cette entreprise a été mal gérée. Il n'empêche, il faut bien voir qu'elle a perdu des parts de marché et que donc si on ne la redresse pas, évidemment, vous allez avoir les conséquences sociales encore pires. C'est à ça qu'il faut penser. Elle a été gérée formidablement en fonction des intérêts privés, pas en fonction d'intérêts publics. Aujourd'hui, on fait le chantage une fois de plus aux difficultés. Je ferai remarquer que cette politique d'abandon, c'est la même qui concerne la SNCF aujourd'hui. Et on doit s'arrêter là. Parce que la concurrence en aérien, elle est déjà là. Et on va poursuivre la discussion hors antenne, puisque ça vous passionne. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. Fin de cette émission. Je vous retrouve demain à la même heure. L'invité de Territoire d'Info, c'est Gérard Longuet, sénateur LR de la Meuse. Bonne soirée, restez au cœur du débat.